De ce qu'on faisait, on assistait au feu d'artifice de la première zone, de la première tranchée. Il y avait le capitaine Westphal qui était observateur de régiment, qui habitait sur une hauteur, il dominait le secteur. Alors il m'avait invité un soir à aller le voir. Et par des boyaux, j'étais monté là-haut, avec la permission de mon chef de section, bien sûr. Et alors, depuis son observatoire, on observait tout le secteur et on voyait tout d'un coup des jets de balles lumineuses et des explosions de grenades, etc. Ça s'enflammait dans un coin, les Allemands répondaient et puis tout retombait dans le silence. Mais il risquait pas, lui, de se faire... Tout le temps, ça recommençait comme ça. C'était une espèce de guéguerre, n'est-ce pas, de tranchée à tranchée, où on tâchait de se faire des prisonniers la nuit et d'aller observer les positions de l'ennemi, etc. Il y avait des missions spéciales. Et puis, il y avait des gars qui étaient veilleurs et qui, au moindre bruissement, lançaient des grenades, des grenades. Et alors, tout de suite, il y avait les mitrailleurs qui envoyaient des giclées. Enfin, ça n'arrêtait pas. C'était un feu d'artifice. Et lui, le commandant Westphal? Là, il était là-haut, il était capitaine. Il était là-haut, il observait, il prenait note. Et alors, il avait le téléphone pour renseigner le colonel si ça chauffait, si ça développait. Il y avait toujours des compagnies en réserve prêtes à intervenir si tout d'un coup ça s'allumait. Et c'était comme ça sur des centaines de kilomètres, ce front, avec des endroits plus ou moins mouvants, d'autres absolument stabilisés. Jusqu'au jour où tout d'un coup... ça partait. Ça partait, une énorme offensive qui se camouflait jusqu'à la dernière minute. L'offensive où je suis allé, où on nous a lancé, on avait fait le soir, dans l'après-midi, on a fait des prisonniers qui avaient dit c'est pour ce soir. Ah oui? Alors c'est comme ça que l'alerte a été donnée et que notre division qui était en arrière, au repos, en train de monter vers le nord où on craignait une offensive, a été tout de suite jetée là. Et ça s'est allumé dans la nuit, là, le barrage d'artillerie s'est enclenché, un tonnerre roulant. Et puis, au puis-jour, on a commencé on nous a fait renverser la soupe et puis on nous a pris en avant. Et on nous a amenés sur le plateau. Et vous aviez d'abord été prévenu par le commandant de ce que vous étiez sacrifié? Nous étions à Soissons au repos, enfin en passage et repos. Les types avaient quartier libre. Il n'y a pas une séance où on a sonné le rappel dans toutes les rues. Il n'y a pas une séance où le colonel a rassemblé les officiers en leur annonçant que l'ordre du quartier général était qu'il y avait un repli, mais que vous restiez en position? Ah non, absolument rien de pareil. Et quand j'étais à l'échelon d'une compagnie, tu comprends, le colonel n'allait pas trouver toutes les compagnies. Non, j'ai rien su de pareil. On a eu l'ordre était de rassembler tout le monde et de partir en direction du front. Ah, j'ai compris que vous avez une position de... Bon, ben c'était pas ça alors. Une position alors, on nous a donc envoyé, le régiment est parti en direction du front. Ouais. Et nous avons commencé à recevoir une pluie de shrapnel. Alors ces shrapnels, ce sont des obus qui éclatent à mi-hauteur et qui vous envoient qui vous criblent de... Et j'avais devant moi un certain sergent qui s'appelait Sergent Bocon, et qui racontait qu'un jour, à sa compagnie, il avait reçu un soldat qui s'appelait Jolicon. Bah, tu l'as encore plus que moi, toi. Et ce Sergent Bocon disait toujours, moi les gars, hein, c'est la fine blessure. C'est la fine blessure à tous les coups. J'en ai déjà eu 3 ou 4, c'est la fine blessure. Ça n'a pas manqué, tout d'un coup, juste devant moi, il a reçu dans le dos un morceau de shrapnel comme ça. Et c'est moi qui le lui ai retiré. Il a dit, bah les gars, ça y est. Il dit, écoutez, il vaut mieux tout de même aller à l'arrière. Hein. Ah ouais, allez les revoir les gars, allez, bonne chance. Il est parti. Parti comme ça, bah, il avait une blessure quand même. Hein. Il a emporté son morceau de shrapnel avec lui. Et j'en ai tiré comme ça, lui. Alors, nous avons avancé, puis alors tout de suite, ça a été le drame parce que un obus a enterré 2 gars, tout près de moi. Alors, lieutenant, venez, ils sont 2, là, ils sont enterrés là. Alors, on n'avait rien, on avait nos baïonnettes, etc. Enfin, on a creusé, on les a dégagés, il y en avait un qui était presque étouffé. On en a sauvé un complètement, l'autre, il a fallu le faire évacuer par les brancardiers. Les brancardiers suivaient. Alors, on a continué. Il était quelle heure? Ah ben alors, attends, c'est pas fini. Alors finalement, nous sommes arrivés à ce qu'on appelait, ce que nous avons su être, la deuxième position, les tranchées de deuxième position. Elles étaient tout juste esquissées, elles avaient
70 cm de profondeur, en zigzag, toute une ligne de tranchées. On nous a mis là. Et alors, ordre de tout de suite de creuser les tranchées, d'améliorer les tranchées. Alors, donc vous aviez des pelles alors? Quoi? Donc vous aviez des pelles? Nous avions, ah oui, dans chaque section, il y a les pelles bêches. Alors, de très mauvais outils. Alors, on a commencé, les gars s'occupaient à creuser d'abord, parce que ça continuait à pleuvoir. Et c'est cet après-midi-là que, tout d'un coup, nous avons été pris à partie très fort par des shrapnels. Enfin, c'était plus des shrapnels, c'était des obus qui arrivaient en sifflant. Et il y en a un qui est arrivé peut-être à 1 mètre de moi et qui n'a pas éclaté. C'est planté en terre. Et alors, il y avait un peu plus loin le capitaine commandant la compagnie de mitrailleuses. Et il se trouve que dans le combat, la place du chef, du capitaine de mitrailleuse était avec le chef de bataillon. Et c'est comme ça qu'en fin d'après-midi, ce jour-là, tard, alors que finalement, ça s'était un peu calmé, mais on apercevait au fond des hordes d'Allemands qui marchaient à l'horizon, à la jumelle, on les voyait avancer. Et il n'y avait apparemment aucune parade française ce soir-là, de l'artillerie. Et alors, c'est là, tard le soir, que le commandant, le chef de bataillon, a reçu un ordre que le capitaine Wolf, mon capitaine, a lu par-dessus son épaule et que j'ai entendu de mes oreilles. Votre bataillon est sacrifié, il s'agit de tenir sans esprit de recul en faisant le plus de mal possible à l'ennemi. Voilà quel était l'ordre. Alors la nuit s'est passée dans la fièvre, à fignoler les emplacements, de mitrailleuses pour le lendemain matin. Toute la nuit, on a travaillé à ça. Et qui le savait, ça, Ah ben, on l'a pas dit aux hommes. On l'a pas dit aux hommes. Alors, moi, j'ignore ce qui s'est passé. Il y avait un petit ravin tout de suite à notre droite. Et puis, la ligne continuait. Et à notre gauche, je ne sais pas trop qui il y avait. Enfin, il y avait la suite du bataillon. Et il y avait certainement la suite du bataillon. J'ai vu en venir le lendemain matin un adjudant qui avait le bras arraché. Alors, au petit jour, le tir allemand a commencé à tomber sur nous mollement. Et puis, un tir de l'artillerie française, un tir de barrage de l'artillerie française s'est déclenché, superbe, sur la crête devant nous. C'était assez réconfortant. Et à mesure que l'heure avançait, ce barrage d'artillerie se rapprochait dangereusement de nous et venait doubler le tir allemand. Et finalement, il est tombé sur nous. Et on se tuait à envoyer des signaux à l'artillerie. Il y avait des signaux par fusée. Il y avait des voltigeurs qu'on envoyait. Rien n'y faisait, l'artillerie tapait en plein sur nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu les premiers Allemands arriver. Alors on les voyait à la crête surgir, et alors toutes nos mitrailleuses se déclenchaient, tout le monde tirait, tous les gars tiraient à feu violent, et naturellement les Allemands répondaient. Et très vite, nos mitrailleuses ont été repérées, et ça devenait impossible de tirer. On était obligé de tirer. Les gars se baissaient la tête parce que les uns après les autres, ils se faisaient tuer par le créneau. Là. Et alors, ça commençait à tomber de tous les côtés. Il n'y avait pas dans ces cas-là de gens qui avaient peur et qui s'enfuyaient. Attends, il y a un moment, il est arrivé, soi-disant, un ordre de retraite. Mon lieutenant, il y a l'ordre de retraite. Ah, l'ordre de retraite. Alors, à un moment, j'ai dit, écoutez, moi je vais aller voir. Moi j'étais à cheval sur 2 postes de mitrailleuses. J'ai dit, je vais aller voir ça. Le ravin était tout près, le capitaine ne devait pas être loin. Je suis allé, je suis tombé sur un officier qui m'a dit, non, il n'y a pas d'ordre de retraite. Alors, allez les gars, revenez. Il n'y a pas de panique, les pauvres types. Et alors, ça a été une boucherie. Tu n'avais pas peur? À un moment, j'ai vu arriver ce pauvre adjudant, qui était un brave gars, le bras complètement pendu, tenu par 3 fils. Et les brancardiers s'époumonaient à circuler dans la tranchée, ça tombait de tous les côtés.
Jusqu'au moment où moi, en allant d'une section à l'autre, j'ai reçu la balle. Ah, je croyais que tu avais repris une mitrailleuse. Non, non, je suis tombé, non, j'allais d'une mitrailleuse à l'autre. Non, il y avait les mitrailleurs, c'était leur travail. Moi, j'avais les deux sections à surveiller. Et j'étais très près l'un de l'autre. Et c'est en faisant ce tout petit trajet, courbé en deux dans le machin, que j'ai reçu la balle. Alors, je suis tombé, paralysé. Je suis tombé au fond de la tranchée, sur le nez, totalement paralysé. Ben, je me suis dit, ça y est, T'étais inconscient? T'étais inconscient? Hein? T'étais conscient ou inconscient? J'étais conscient. J'étais conscient que j'étais probablement perdu. J'ai prié, bien sûr, tout de suite. Et en disant, bah mon Dieu, sauve-moi si possible. Et puis là, les vagues des Allemands est arrivées, en criant hurrah, 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 en galopant dessus des tranchées, sans que je voie qui que ce soit. Ils passaient, et on entendait par-ci par-là des ordres allemands, enfin, ils franchissaient aisément, les types, probablement, il y en a peut-être qui se sont rendus, je sais rien, mais il y avait un massacre. Et tous ces pauvres, c'était des jeunes. Et alors, ça a commencé à se calmer, et à un moment, des Allemands passaient en criant « Sanität, here !» Alors, c'était plein de blessés, sans doute. Français et allemand, je sais pas. Alors, tout d'un coup, j'ai entendu un gars qui passait au-dessus, j'ai répété « Bitte, Sanität, here !» Le type a sauté dans la tranchée et m'a dit « Was sind Sie vom Grade ?» Offizier aspirant. Et il a pris mon pansement et il m'a mis un pansement. Je saignais comme un bœuf. Je saignais énormément. Au point que, quand on m'a mis plus tard dans un brancard, et qu'à un moment, plus tard, j'ai repris conscience parce que j'ai perdu conscience. J'étais collé dans le brancard, complètement collé. Et une odeur nauséabonde, le sang coagulé. Bon, alors, le type m'a fait mon pansement et puis je suis parti, il est parti. Et alors, j'ai entendu la voix du... Non, quelqu'un, ils sont venus, quelqu'un, je sais plus si... Enfin, des Allemands sont venus me ramasser, me fourrer dans un brancard. Et puis j'ai entendu la voix du médecin du bataillon, qui était resté là et qui soignait les blessés. Ah, qui m'a dit, demain je vais vous faire une... Vous allez vous en sortir, mon vieux, vous faire une piqûre. Il m'a fait une piqûre de cocaïne, de je sais pas quoi. Et alors, ça m'a abruti et j'étais inconscient. Et quand je me suis réveillé, c'était le lendemain matin, sous une tente. À côté de moi, il y avait mon commandant de Mongeau, la gorge ouverte, mort. Et alors, on est venu me reprendre. J'ai été trimballé. Et finalement, j'ai atterri dans un premier très mauvais cantonnement. Et puis encore un jour a passé, et on nous a mis dans une église. Et là, dans cette église, je commençais à reprendre conscience, à comprendre que c'était pas la fine blessure, mais enfin que je pouvais peut-être m'en sortir. Et alors, les mouvements revenaient un peu. La balle avait frôlé la colonne vertébrale et avait certainement provoqué une secousse qui m'avait paralysé provisoirement. C'est un coup de chance. Parce que, bah oui, c'est sorti par... Elle est entrée par la gorge. Elle a sorti de l'autre côté de la colonne vertébrale. Ah, par la gorge? Oui, elle a poussé le bouton de colle. Et ici, la balle a dévié à cause du type du bouton de colle que j'avais là. Sans ça, c'était en plein sur la hanche. On l'a retrouvé où, le bouton de colle? Oui, on l'a retrouvé plus tard, là, dans ma peau, parce qu'il me gênait. Et c'est à Paris qu'on me l'a enlevé. Après la libération. Après mon retour à Paris. Ça, c'est un coup de chance, hein. Alors, dans cette église, on est venu me vider mes poches pour faire l'inventaire. Et ils m'ont volé tout mon argent, mes bonnes chaussures, mais ils m'ont laissé ma boussole. Ils m'ont pris mon couteau aussi, mais ils m'ont laissé ma boussole. Toujours portée dans ma moltière après, cachée dans ma moltière, dans mon mollet. Ça t'a permis de t'évader? Et ça m'a permis de m'évader. Et de cette église, finalement, on nous a emmenés dans des baraquements plus convenables, où il y avait un malheureux colonel commandant le 93e d'infanterie, qui avait les deux mains arrachées par une grenade. Et qui aboyait parce que les Allemands n'avaient pas assez de respect pour lui, colonel. Il était mêlé aux hommes et il n'aimait pas ça. Et il se faisait écouter. Hein. Les Allemands... Oh, j'ai vu des choses affreuses. J'ai vu un pauvre type dont le lit était bourré de verre, qui était en train de s'en aller. Le type mourait. Il n'y avait pas assez
de, de pansement pour tous ces mondes-là. Jusqu'au jour où on est venu me chercher pour m'embarquer dans un train sanitaire merveilleux. Un train sanitaire dernier, enfin excellent. Alors là, des infirmiers parfaits, des infirmières, un bon lit, des gens très aimables. Et c'est là que j'ai appris que c'était un train wurtembourgeois. J'ai dit, mais moi, à Württemberg, j'étais dans le Württemberg l'année dernière. Ah oui, où ça? Au village de Nellingen. Oh, il y en a un de Nellingen, on va vous le chercher. Et le gars de Nellingen est venu me dire bonjour. Je lui ai dit, oui, j'étais à la Pfarrerhaus. Ah, et alors, on m'a servi là. Il n'y avait pas de haine tellement entre Allemands. Non. Et là, non, ils étaient gentils. Une platée comme ça de haricots blancs que j'ai dévoré. Crevé de faim, hein. Et alors, arrivé à l'hôpital, au camp, on m'a mis à l'hôpital. Alors, l'arrivée à Stuttgart, à Darmstadt a été dure parce que on déversait toutes ces civières sur le pavé de la gare et les civils venaient nous insulter. Ah oui. Et moi, je répondais. Moi. Tu répondais? Ah oui, je répondais. Ils me disaient, Reims ist gefallen. Ah, c'est falsch, nicht gefallen. Ils étaient mauvais. Enfin, les infirmiers allemands étaient gentils. Alors, on nous trimballait dans des petites ambulances on était très secoués sur une route pavée. Et puis, je suis arrivé au Lazareth. Au Lazareth, j'y suis resté 1 mois et demi ou 2. C'était un hôpital à... Ah oui, l'hôpital du camp. L'hôpital du camp, c'est là que j'avais à côté de moi. Oh, dès que j'étais là et que j'ai entendu des avions qui rôdaient dans l'air, je rêvais d'évasion. Et alors... il y avait qui à côté de toi? Là, à côté de moi, un boucher de la place du Trône, qui ne savait pas écrire. Et alors, pour te montrer comment on devenait méchant quand on a faim, nous recevions là à l'hôpital uniquement les biscuits du secours français. Les Allemands ne donnaient presque rien, on crevait de faim. Jusqu'au jour où on recevait les paquets des familles. Alors, naturellement, on nous avait donné du papier pour écrire à nos familles. Alors, on avait ces biscuits du secours français et puis des boîtes de lait condensé. Alors, on les mouillait au lait et puis on les faisait chauffer sur le poêle, on mangeait ça. Et alors, le copain, le boucher qui était à côté de moi, assez gravement blessé, mais enfin, il s'en est sorti, me demandait d'écrire les lettres à sa femme. Et ça commençait par mon petit Jésus. Je me faisais payer 1 franc la lettre. 1 biscuit la lettre. J'en ai encore la honte, au front. Moi gradé. Moi aspirant. Je faisais payer par ce type-là 1 biscuit la lettre. Honteux. Honteux. J'y vais. Après 3 semaines passées à l'hôpital, les pansements de papier ne suffisant pas à guérir ma plaie, on me transfère au camp. Au camp, ma première impression a été agréable, en ce sens que je retrouvais beaucoup de Français et que l'atmosphère sentait déjà pour moi l'évasion. J'ai tout de suite essayé de dresser un plan d'évasion. La chose n'était pas commode, il fallait observer le camp, les mouvements des sentinelles, le nombre de palissades qui nous enfermaient et tirer et décider de la frontière vers laquelle nous partirions. Nous avions le choix entre la frontière suisse ou la frontière hollandaise. En raison des difficultés de la frontière suisse avec passage du Rhin, j'ai finalement opté pour la Hollande. Le problème était de me procurer une carte et ce fut relativement facile. Il y avait 2 sortes de prisonniers, ceux qui ne pensaient qu'à attendre calmement la fin de la guerre en vivant confortablement avec les colis de leur famille, les autres, des durs, qui ne voulaient pas de la captivité et qui sans cesse préparaient des plans d'évasion. J'obtins donc une carte prêtée par un prisonnier qui eut la gentillesse aussi de me vendre une bonne paire de chaussures contre 2 kilos de chocolat.
mon chef de baraque, gendarme, qui avait promis à sa femme qu'il ne resterait jamais prisonnier, qu'il s'évaderait, apprend et constate que je lis les journaux allemands et que je travaille les cartes, il vient me trouver et me dit « J'ai l'impression que vous préparez une évasion, voulez-vous m'emmener avec vous ?» Il ne savait pas un mot d'allemand, mais il était fort et je ne détestais pas l'idée d'être accompagné par un camarade vigoureux. On est d'ailleurs toujours beaucoup plus à l'aise à deux que tout seul.